Et c'est gentil d'être venu, vous me réconfortez. Et première chose, on recherche une personne pour le compte rendu. Qui c'est qui peut faire le compte rendu? J'ai ça. Et demain, on passe au-dessus et après-demain, on redescend de l'autre côté pour rejoindre le toit. D'accord. C'est impressionnant le verre. Ah oui, oui. Juste ça. Ça, c'est pas tellement impressionnant. La route, on ne la voit pas trop là, mais tu la vois là. Oui, oui, on la voit là, et puis on en voit une partie là en bas. Coco, T'as raison, oui. Le cul doit être... T'es sur les doigts, hein? T'as vu les rochers comme ça? Il faut passer à droite. Baoum. Alors c'est un mot qui va désigner une cavité, un endroit pour se mettre à l'abri. Ce mot, nous, on va le retrouver tout à l'heure. On arrivera au cirque des Baumes. Alors cirque simplement parce que si on le regarde du ciel, les falaises forment comme une arène naturelle, pleine de cavités comme celle-là. C'est aussi un mot qu'on retrouve beaucoup dans le sud. Vers Marseille, on aura la Sainte-Baume par exemple. Vous savez que ça, la prison des Baumettes. Les Baumettes ont des petites baumes. Eux, ils ont mis des barreaux devant. C'est un phénomène géologique qu'on appelle des demoiselles coiffées. En fait, la forme particulière des colonnes, un peu comme des sabliers, assez évasés, elle est seulement due pour l'instant à la présence du chapeau sur le dessus. C'est un strape de calcaire qui est beaucoup plus dur, plus dense que la colonne, et qui agit un petit peu comme un bouclier. Il a surtout protégé de l'érosion de la pluie. Il y a un chapeau noir. Un des résurgences. Résurgence, l'eau elle arrive sous la rivière par un effet de pompe, directement des nappes. Et là aussi, on fait un castor. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a la famille. C'était un barbeau, il avait des barbes. Alors elle porte bien son nom. C'est la partie la plus encaissée, la plus resserrée des gorges du Tarn. Et à ce niveau-là, la route passe 50 mètres au-dessus de nous sur les rochers à droite. Il n'y a pas d'accès à la rivière depuis la route. Du coup, tout ce qu'on voit maintenant, et surtout ce qu'on va découvrir après le prochain virage, ça on ne peut le voir que par la rivière. regarde en haut là. On dirait qu'il y avait une tour en haut là. Ouais. On compte les millions d'années qu'il a fallu que ça creuse. Ah, 14 millions d'années. Cool. Ça a creusé là. Clairement le soleil qui arrive. Ouais. Ça commence à chauffer un peu. C'est la honte là. Ah oui. Là je vais faire un petit demi-tour, c'est pour avoir la vue dans l'autre sens. Ça vaut la peine des fois de s'en retourner, déjà la vue est sympa. Surtout d'ici, on a vraiment l'impression de hauteur qui va ressortir. Alors du sommet du Cos tout en haut de la montagne jusqu'à la rivière, on a entre 450 et 500 mètres de dénivelé. Et ça c'est la rivière qui a creusé à la vitesse incroyable de 1 à 2 cm par siècle. Nous, généralement en juillet-août, le soir, on va les éclairer. Et sur la droite, derrière les arbres, il y a des projecteurs. Ah ouais. Sur le rocher au-dessus, on voit le parapet de la route, il y a un petit belvédère. C'est vrai que le soir, vu d'en haut, c'est encore d'autres dimensions beaucoup plus aériennes. Ah on les voit les. L'éclairage stagiaire de voiturier. Oh putain. Et alors avant qu'ils le remettent. La rivière. Donc pour ça, ils ont deux petites barques qu'on verra au bout du rapide. L'autre particularité ici, et pas des moindres quand même, effectivement, on est là sur un petit village privé. Dans le sens où tout le domaine, les 7 maisons n'appartiennent qu'à une seule et même famille. Ouais. Donc là, c'était les arrière-grands-parents qui ont racheté les maisons les unes après les autres entre les années 30 et les années 60. Aujourd'hui, ce sont tous leurs arrière-petits-enfants qui en profitent, mais que pendant l'été.
Là, on est là sur un petit village secondaire. Et alors pour se faciliter un petit peu la vie quand même, là les câbles qui passent devant nous au-dessus de la... Alors les gens, ils avaient mis les barques en marche alors. Il y a deux rochers qui se découpent là-haut. Ouais. Vous pouvez voir deux personnages, un couple d'amoureux. Oui. Ouais. À droite, c'est un petit camping. Pareil, les pieds dans l'eau. Alors dans les gorges du Tarn, de petits campings familiaux. On n'a pas des grosses usines à animation, mobil-home comme sur la Côte d'Azur, hein, heureusement d'ailleurs. Par contre, évidemment, ces campings-là en bord de rivière sont en zone inondable. Ah, oui. Ce qui implique que là, chaque fin de saison, déjà, ils ont obligation de fermeture à la fin septembre. Et là, ils sont en train de tout démonter, tous les équipements, hein, mobil-home, le kiosque, le snack, les jeux pour les gamins. Et tout va être remonté au-dessus de la route, hors zone d'inondation. Ah, oui. Tout devra bien sûr être remis en place au printemps pour la prochaine saison. Ils étaient grands comme ça. Il me semble que la route doit pas être... Et descendu du coup 24 mètres de dénivelé depuis la Malène. Ah, ouais. Quand même. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais. Voilà. Oui. On a vu la rivière que pour nous. On c'est peut, l'idéal. ça, on peut continuer. Ils arrivent à une vitesse là. Putain, mais il va y aller rentrer lui là. Attention, hein. Hop. On a attaqué la falaise. Oui, vous étiez les derniers, oui. Non, il y en a d'autres, non? Ben non. Et j'ai pas prié. Attention le choc, hein. Accrochez-vous. Tiens, prends ton matériel, Christian. Accroche-toi. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous. Moi, j'ai trouvé trop Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là, t'as pas besoin de... Là, c'est le métro, tu vois, c'est le bon souvenir qui revient. 60 mètres sous le parking. Il a été creusé entre 1926 et 1927 pour les marches qu'il y a sur votre droite. Il a été agrandi en 63 pour faciliter l'accès avec le funiculaire. Ça nous évite de descendre et de remonter 360 marches. Ah oui, en effet. De notre tête, nous ne pouvons pas percevoir la lumière du jour que la veine a été découverte. C'était en 1897. Je vous propose de regarder dans l'entrée, car à l'époque, ça a dû à peu près se passer. Une salle immense. C'est splendide. Il y a au moins 100 colonnes de stalagmites. La plus haute a bien 25 mètres. Une vraie forêt de pierre. Je n'ai jamais rien vu de pareil. La première descente. Là-haut, en surface, Monsieur Martin, Monsieur Viré et quelques collègues suivent mon exploration. C'est beau, hein? Ça peut être... Elle est sous le dôme qui est au fond. Donc là, dans cette partie-là, il y a 100-120 mètres de calcaire. Donc au minimum, il y a 40 mètres et là, elle met un jour, jour et demi. À part bien sûr par l'entrée qu'on prend un peu la douche. Ça, on va remonter après. Ça, c'est l'eau qui m'émeut. Il y a des courants d'air, surtout un principal qui se fait entre le puits que l'on va voir à l'arrêt d'après et l'entrée naturelle. Et ça a tendance à faire remonter les feuilles comme sur le palmier ou la pomme de pin renversée.
Il y a 3 couleurs différentes que l'on va voir tout au long de la visite. Il y a du gris, du marron et du blanc. Le gris et le marron, c'est un petit peu compliqué. Ils sont dus à la matière organique et aux acides humiques. C'est tout ce qu'a rejeté la végétation d'autrefois. Et le blanc, le calcaire, ou connu aussi sous le nom de calcite. L'eau peut ruisseler aussi le long de la paroi. Ça va former comme ici les grandes orgues. Ils mesurent 50 mètres de haut. On peut y voir à leur sommet des porte-à-faux assez impressionnants. On se demande comment ça tient, ces stalagmites accrochantes décalées au-dessus de nos têtes. Certaines peuvent atteindre le poids d'une tonne ou une... Les couleurs qu'il y a sur le côté, tu les vois bien. Le dos qui tombe. La sécheresse, ça tombe pas mal, vous, ici. Ok. Plus bas, nous sommes à 110 mètres. La veine, lui, continue encore de 90 mètres. En 1980, il y avait eu de fortes pluies qui avaient provoqué une crue de la Jonte. De l'eau était remontée à l'intérieur de celui-ci d'une vingtaine de mètres. On a coloré cette eau afin de savoir s'il y avait des résurgences. Et l'eau est ressortie dans un village qui s'appelle les 12, dans les gorges de la Jonte. Ça représenterait d'ici encore entre 4 et 5 km de réseau souterrain. Pour le moment, on n'a pas trouvé de moyen qui nous permettrait de déboucher ce puits. Ça risquait de fragiliser soit des concrétions qu'il y a ici, mais aussi et surtout dans d'autres grottes aux alentours. Et l'enfant. À noter que ceux qui n'ont pas vu le dindon, eh bien, ils ne sont pas prêts de voir la Vierge. Un peu plus haut, celle pour les enfants, elle est là-haut avec la branche à gauche, c'est le cactus de Lucky Luke. Alors vous voilà. Qu'avez-vous pensé de ces piles d'assiettes? De ces draperies transparentes? De ces arbres de cristal? De ces méduses de pierre? Martel, le grand spéléologue, croyait que ces formations et le creusement de la grotte étaient le résultat de cascades tumultueuses. Les géologues modernes ont démontré qu'il s'agissait bien du travail de l'eau, mais lentement, goutte après goutte. Moi, j'avais imaginé des végétaux et des êtres fantastiques. Mais quel est ce bruit qui monte du fond du puits? Mon imagination deviendrait-elle réalité? Incroyable. Ils sont là. Champignons géants, animaux fabuleux. Voilà pour le petit passage imaginaire. Et pour grandir de ces 30 mètres, elle est estimée aux alentours de 800 000 ans. Si d'ici on a l'impression qu'elle va bientôt rejoindre le plafond, c'est un autre très bel effet d'optique car il lui manque encore 15 mètres. 15 mètres. Les stalagmites de la Vénarmand sont estimées entre 2 et 5 cm par siècle et les stalactites de 2 à 3 mm par siècle.
Cet écart entre les deux, il est dû à la goutte d'eau qui ici est très chargée en calcaire, qui va donc tomber très rapidement sur le sol. C'est pour cette raison que les stalagmites sont beaucoup plus grandes que les stalactites. Ici, les plus grandes des stalactites, elles sont là-haut dans l'angle et elles mesurent entre 3 et 4 mètres. L'évolution des feuilles, on l'a un peu ici. C'est pas évident, L'ombre qui t'escorte est si douce, si doux est le concert de tes voix chantant l'espérance, si grand est ton pouvoir, t'inspirant tout ton rêve. C'est de plante. Oui. Qu'est-ce que tu as qui me fait plonger là? Tu connais? Ça, c'est un campanule qui tient jusqu'à moins 5. On le met dehors? Alors, c'est le même. Ça tient jusqu'à moins 5. Comme ça soit. Là, c'est... Ici. Avant de commencer le briefing, des informations. Le dimanche 24, quand vous arrivez, on arrive le samedi soir, le dimanche 24, il y a un concours, vous avez la feuille dans vos godasses là, il y a un concours de œufs mayonnaise. Si vous voulez le faire, il y a des lots à gagner. Et vous faites un œuf avec de la mayonnaise, comme vous voulez. Mimosa, coupé long, coupé court, vous présentez ça à un jury et si vous gagnez, bien. Ça y est, oui, mais moi je le rappelle. Alors, information et pour qu'après il n'y ait pas des histoires. Le gars qui dimanche nous fait visiter son moulin, c'est un moulin qui peut marcher, lui il ne fait pas de la farine, hein, il est retraité, mais il peut marcher, d'ailleurs il va sûrement vous le faire marcher, il va y avoir de la farine qui sort. Il le fait bénévolement. Du même fait, comme je les connais, c'est les voisins, je l'ai invité au repas du mercredi soir, l'apéro historique et le repas. Ça ne vous coûte rien, hein, ça ne vous coûte rien, c'est l'hostellerie qui fait le repas, qui le prend en charge. D'accord? Deuxième chose, là, maintenant, on s'est rendu compte que lundi, la gabarre qu'on va faire, là, c'est privatisé. C'est privatisé, donc elle n'est que pour nous. Et étant donné que le nombre petit à petit a réduit, il reste de la place. Alors j'ai également invité ce couple du moulin et de venir. Ça ne vous coûte rien puisque c'est privatisé, qu'on sur 4,40 de la gabarre, c'est le même prix. Voilà, et pour pas qu'après il y ait des histoires, si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment. Non, j'ai rien entendu. Voilà, ça n'a rien à voir avec le briefing. Bon, alors, maintenant, demain matin, on part d'ici. Il y a 67 km à faire. Hein? Et on arrive donc à Sainte-Eulalie de Cernon, qui est juste avant, à 3 km avant, la gare où on va faire le vélo-rail. Donc on s'arrête là. Quand vous arrivez, il n'y a pas de coordonnées GPS là, hein. Je vais vous donner le coordonnées GPS de la gare. Quand vous arrivez, il y a plein de panneaux qui indiquent camping, parking camping-car, aire de service camping-car, il y a tout ça. Donc vous arrivez là, et selon vos désirs, vous allez ou à l'aire de service pour vider, ou sur le parking. De toute façon, on reste sur le parking. Là, hein. Donc, vous pouvez le parking de la gare?
Non, non, le parking du village. Ah, du village. Du village. L'heure de service, elle est payante. Je pense que oui, pour aller vider, elle est payante. Mais Oui. même pour y rester. Ah oui, bien C'est sûr. 5 euros pour 5 heures, je crois, et 9,50 € pour 20 Ouais, mais 5 € c'est aussi pour les vidanges, c'est 5 €. Mais c'est là qu'on peut vider. Oui. D'accord, donc il nous faut y aller. Oui. Donc on arrive à Sainte-Eulalie-de-Cernon, on se met sur le parking, les gens qui veulent aller vider, ils vont vider, ils reviennent sur le parking, voilà. J'avais noté possibilité restaurant. Non, non, ça c'est petit, c'est une demi-part ça. La part elle est là. Toi tu veux un entier? Ça? Ça, une part, ça. Pumba est un petit varan à gorge blanche qui nous vient donc d'Afrique. Alors tous les animaux qu'on a ici sont en captivité. De toute façon, quand je dis qu'il nous vient de quelque part, c'est que son pays d'origine, c'est ce pays en question. Donc voilà, ce petit Pumba est né, du coup en captivité et vient d'Afrique. Il a seulement 2 ans et demi, pourtant il est déjà bien grand. Ils ont moins peur de nous, parce que dans la nature, pour eux, pour tous les animaux, comme les pitons d'Angola, qu'on verra plus tard, du coup, voilà, ce qu'il faut, c'est la différence avec les boas qui sont plutôt Amérique du Sud, mais aussi Afrique. En fait, on trouve python et boa un petit peu en Afrique, pas beaucoup, mais majoritairement python en Asie et boa. Oui, c'est ça. Bravo, il fait à peu près 6 mètres 50, donc allongé, il vient du mur là-bas à nous ici. des fois ou non? Oui, tout Une raison de leur déplacement, c'est pour changer leur température, ou pour trouver de la nourriture, ou pour fuir les prédateurs. Vu qu'ils ont tout ce qu'il faut ici, eh ben, ils restent ici. Un serpent dans la nature, s'il n'a pas besoin de bouger parce qu'il y a tout ce qu'il lui faut ici comme en terre, ce qui en fait donc le serpent le plus long du monde. Lui, il s'appelle Tiger, parce que sa couleur, c'est ce qu'on appelle le Tiger. Il y a plusieurs couleurs qu'on peut avoir chez les pitons réticulés. Du coup, 2 crocodiles, je trouve pas le deuxième. Les deux là, c'est bon, alors, on a un mâle et une femelle. D'après vous, qui est le mâle et qui est la femelle entre les deux? Par centimètre. On dirait que Enfin, on est un lapin. Du coup, le prédateur devient la proie. il va nous bouffer. Du coup, les serpents, soit ça mord pour se défendre, soit ça mord pour manger. En gros, plein de petites espèces sympas d'animaux. Donc, ce sont des plésiosaures super gentils. Donc là, messieurs, dames, ce que je vous propose, c'est de pouvoir le toucher si vous voulez. Je vous demande juste, malheureusement, ici, il n'y a personne qui mange le mouche. Ça vous aiderait bien. Quand on aura les bébés caméléons, peut-être qu'ils aiment bien les mouches. Il est resté là. Non, pas si peut-être qu'il est juste là. T'as vu le noir? Le petit.
Non, non, en haut. Ouvert, le serpent. Et du coup, là-haut, vous avez le caméléon. Qui était là derrière vous. Donc tout petit qui a 1 an, c'est cette taille-là. Et à 6-7 ans, ça fait cette taille-là. Et c'est un serpent qui peut atteindre la taille d'1,50 m pour les plus gros de ce serpent-là. Non. Et la tête, je la garde avec moi. Pareil, je vous demande de ne pas toucher sa tête. C'est pour le respect de la vie. Je le tiens très bien. Du coup, la tête, le serpent, il peut se frotter. Vous voyez que tout va bien. Et du coup, ce que je vous disais, il sent avec sa langue, si vous regardez sa langue, il n'arrête pas de la Ah, il va pas aller plus loin. On est trop gros, nous, la souris, on a la souris. On t'escape. Tu la vois? Il a vu. Oui, il a. Comment ça s'appelle? Combien de temps qu'il a jeune? Il a fait une constriction. Il s'est enroulé autour de la souris pour l'étouffer, pour lui couper la circulation du sang, c'est ça. Exact. Vu qu'elle est déjà morte, ça ne sert à pas grand chose, mais lui il ne le sait pas, il l'a vu, il l'a senti et il l'a vu bouger. Du coup, et du coup, c'est ce qu'on disait au tout début de la visite. On donne, donc, comme vous voyez, la. Ah oui, là, il n'a pas le corps. Et là, du coup, maintenant qu'on voit que la souris elle est bien rentrée dans son corps derrière, là, c'est les muscles qui prennent le relais. Les muscles qui contractent jusqu'à l'estomac. Je la vois dans ton truc. Voilà. Elle doit lui avoir. Je pas hier. Il a dit qu'elle était déjà morte. Oui. Il est tout brillant. Alors, parce que. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce que je l'ai dit au début? Qui se souvient de pourquoi on donne mort? Parce que ça se. Sans la souris, il chasse. Et quand il n'est pas sur la planche, il chasse plus. Parce que regardez, là, si je fais ça, Ah oui. ça l'intéresse plus du tout. Parce que là, il ne sent plus la souris, ça sent. Si j'appuie, si je vais pas le faire, c'est bon, il faire de mal. Si j'appuie, je remonte ici. Ça fait sortir les hémipénis si c'est un mâle. Et si c'est un femelle, ça ne ressort pas parce qu'il n'y en a pas. Où il va lui? Où tu vas toi? Où tu vas? Tu vois ça? Vous n'avez pas mangé de Daniel? Vous n'avez pas pris maillot de bain? C'est l'anaconda. Oui, anaconda vert. L'anaconda vert, du coup, c'est le plus gros serpent du monde en poids. Le varan. Les bébés, ils vont prendre 1 mètre par an pendant 3 ans. Donc ça va grandir très vite. 1 mètre par an. Et combien il y en a fait alors? Là, on en a eu 56 l'année dernière. Non, mais dans une organisme. Oui. 50? Oui, déjà voilà, il sent, ça fait venir les odeurs, il voit ce qui se passe. Et ouais, les anacondas, en fait, vu qu'ils ont que 1 an, ils ne connaissent pas bien l'homme encore. Et du coup, ils ont tendance à mordre un petit peu pour rien. Parce qu'ils ont peur, forcément, c'est la raison. Mais du coup, forcément, derrière, ils ont peur et dès qu'on les prend, ou alors ils sentent une bonne odeur de nourriture et derrière. C'est intéressant à voir dessous. C'est tout chaud. Oh, c'est joli, je peux le chercher. Le truite. Oui. Pendant qu'ils descendent, il descendra pas. Je vais attendre qu'il s'en aille du crochet, puis je le rattrape derrière. Viens vers toi. Hein. Si elle tombe, c'est pour toi, Jojo. Il préfère sa boîte. Oui, il est bien dedans. T'es Et vous bien avez vu, du coup, il a mué il n'y a pas longtemps, donc là, Et ça, c'est la photo. Cherche la photo. très photogénique, hein. Il prend la pose et tout. Pas mal. Sur mon doigt, j'ai laissé une odeur de souris, il mord. Ou si d'un seul coup ça lui plaît pas d'être sur la peau, l'humain, et qui stresse, il mord aussi. Donc ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas de souci, ça fait pas mal trop non plus. Alors le truc, moi, c'est que je les manipule un petit peu tout le temps comme ça, pour les habituer justement au contact humain, parce que si on ne le fait pas, quand ils feront 5 mètres de long, ça va être très compliqué de s'en occuper et de les approcher. Alors que si on les manipule dès leur naissance, certes on se fait mordre au début, il faut l'accepter, mais après du coup ils s'habituent au contact humain. Oui.
circuit des Orchidées. 8 km exclusivement en descente. Alors, en descente, il ne s'agit pas de pédaler. Il s'agit simplement de freiner. Par contre, vous êtes doté d'un engin qui a une particularité, et pas la moindre, les roues sont en acier et vous roulez sur des rails en acier. Alors en descente, avec des roues en acier sur des rails en acier, eh bien ça roule très facilement. Par contre, ce manque d'adhérence, qui est un avantage au roulage, va devenir un très net inconvénient lorsque vous avez besoin de vous arrêter. Vous appuyez sur les pédales de frein et pour vous arrêter, vous avez besoin d'une longue distance par manque d'adhérence. Ça veut dire que pendant cette promenade, une seule chose est essentielle, c'est les distances entre les véhicules lorsque vous êtes en mouvement. Ne restez jamais les uns derrière les autres à touche-touche ou avec une distance insuffisante. L'équipage qui vous précède va s'arrêter, ce qui est normal. Il va s'arrêter pour faire une photo, regarder le paysage, boire un coup, se disputer avec sa femme, à finir avec une belle mère sur un viaduc. Cet équipage saisit l'opportunité et se jette sur le frein. Mais vous, la consigne... Doucement. Freine. Freine. Ah, il fait beau au soleil. Oui, c'est magnifique. Pareil, hein. Ah bon? Oui, c'est vrai. Où bien le tien, grand-père? T'es à pied. T'es à pied? Ah. C'est toute la bande. La bande à Bono. Le moulou. Ils sont partis là, il est là. Ah, mais il va pouvoir. Ouais, t'as raison. Vous avez transpiré, on dirait. Oui. Faut arriver au bout, hein. Appuie sur la pédale. Il n'y a que la première
machine. Ouais, ouais. Fais attention, mais c'était cool. Ah oui. Ah, mais elle est là. Elle est là, ouais. C'est pas quelqu'un. Il gonfle le klaxon là. Mais tu l'aurais déjà. C'est sur la route d'Alban-Humeret. Vous avez écouté un route qui s'appelle La Panne. Et vous avez une petite visite des découvertes avec des boiseries. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Des boiseries de M. Jacquot, qui ont été faites en 1908. Et nous sommes dans les tranquilles, on se régale et vivre. Alors ça, il faut demander à Dieu parce que c'est lui qui a créé tout ça. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a créé avant, l'œuf ou la poule. Juste devant vous, je suis à l'église. Je suis fondateur d'une association qui s'appelle les Enfants de Musique. Le festival a terminé cette année en juin. J'espère qu'il y a beaucoup de pour la 7e édition. Et j'ai rencontré Pascal justement un peu avant le festival et il me disait tiens, je vais faire quelque chose. Des jouets en bois, c'est ça. Des jeux de société en bois. Donc, est-ce que vous expliquez aux gens? Merde, tiens, mange ça. Maintenant, c'est ça, en fait. Qui sont arrivés après ma petite intervention historique, je vais un peu rappeler ce que aussi de l'œuf manuel. Donc, du coup, on vous l'a dit tout à l'heure, la poule est domestiquée en Asie à partir de moins 8000 ans avant Jésus-Christ. Et chez nous en Europe, on est toujours un peu en retard, donc c'est vers moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc à partir de là, l'œuf est à la maison. Donc avant c'était du chapardage. Et une fois que la poule est domestiquée, en fait c'est du ramassage dans le nid, dans le poulailler. Donc du coup à partir de l'Antiquité, les poules vont être sélectionnées pour pouvoir garder uniquement les espèces qui vont pondre le plus possible, pour pouvoir avoir le plus possible d'œufs consommables. Alors ça c'était pour l'œuf. Pour la mayonnaise, en fait, c'est une histoire plus récente puisque la première mention de cette recette date de 1806 dans un livre de cuisine qui a été écrit par André Viard, qui est un chef de cuisine étoilé de l'époque. Alors par contre, son origine est un peu incertaine, disons, puisqu'on a plusieurs histoires. Donc la première histoire, elle nous amène aux îles Baléares, à l'île de Minorque, où en fait Richelieu
cardinal Richelieu, qui se battait contre les Anglais à l'époque, a gagné une bataille dans le port de Mahon, qui est le port de l'île de Minorque dans les Baléares. Et pour le repas de gloire en fait pour fêter cette victoire, on lui a servi en fait une sauce mayonnaise. Donc on considère que le mot mayonnaise vient du nom de la ville conquise, Mahon mayonnaise. Voilà. Alors est-ce que c'est une spécialité des îles Baléares qui a été servie au cardinal Richelieu pour fêter sa victoire? On ne sait pas trop. Et puis on a une autre histoire en fait, parce que cette sauce mayonnaise, on l'appelle aussi bayonnaise. Au début du XXe siècle, dans les années 1910, 1920, dans les de cuisine. Et donc c'est un œuf mayonnaise sur lequel donc on a râpé des jaunes d'œufs durs pour faire mimosa. Et on appelle ça un œuf mimosa ou un œuf à la mimosa. Et dans d'autres recettes, du coup, on va aussi incorporer ce jaune d'œuf émietté dans la mayonnaise. On va la mélanger et c'est cette préparation-là qu'on va mettre dans le blanc. L'école de Villeneuve qui a pour la semaine de bourse, si tu avais une journée à rien faire par là, tu pouvais venir à Villeneuve, tu serais invité. Voilà. C'est vrai que j'ai tous les jurys avec moi quand même. Ils sont où tous? Lucette, ils sont Thierry. Ah voilà, quand même. Un estomac bien rempli. La gastronomie, de toute façon, c'est l'art de se remplir l'estomac, donc ça tombe bien. Ah. Vicantèche, donc historienne de la cuisine, habitante de Villeneuve. Et voilà, passionnée de l'histoire de cuisine, de gastronomie. Tu vas avoir une belle coupe aussi. Dans les 6 noms musicaux, nous avons le ou la candidate numéro 7. Formidable. Voilà. Alors maintenant, on va passer le podium. Vous êtes frères et sœurs? Ah ouais, ça va pas. Non, non. Non, c'est bon, tout le monde. Regarde, tu peux gâcher. Oh, pardon. Non, non, Il faut me le dire. Hein. je suis au-dessus. Donc, bon, ça a été du blé, qui avait 2 meules en activité pour faire du blé. Voilà. Alors après ici, là, donc, le chemin sur lequel vous êtes, qui traverse la propriété, c'est un chemin communal. Donc tous les moulins, souvent, sont en bordure de chemin communal pour que les gens puissent venir, sans être sur une propriété privée, voilà, amener le blé, le partir avec la farine, etc. Donc, en fait, la route qui était là-bas n'existait pas et les gens passaient par ici pour aller à Saint-André par le petit pont qui est derrière. Il y avait juste le rez-de-chaussée là contre le rocher qui servait de grange, de cave, etc. Et puis un niveau au-dessus, c'était l'habitation. Aux premières fenêtres. Voilà, c'est ça. Et puis au 19e, il a agrandi cette partie-là, il a agrandi en longueur. Il y a des vannes qu'on lève, qu'on ouvre, et quand les vannes sont ouvertes, l'eau part en pression pour aller en fait sur des roues qui sont dans ce sens-là avec des pales. Donc ça, l'eau frappe sur les pales, fait tourner la roue, qui est sur un axe en métal, et l'axe en fait fait tourner les meules qui sont en fait... Ah oui, il est de tout là. Et les grilles et noirs. Gris et noir, il est dans les... Comme ça, naturellement. Voilà. Et du coup, pour avoir l'eau dans le moulin, on a en fait maçonné le bord du ruisseau. Là-bas, en fait, c'est à sec aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle la jetée, c'est-à-dire que ça sert de trop-plein. C'est-à-dire que quand le ruisseau est vraiment haut, l'eau s'écoule en fait par ces cailloux-là, en cascade. Et du côté du moulin, en fait, il a fallu arrêter l'eau pour la stocker. Donc ici, là, en fait, il y a un arrêt qu'on peut ouvrir s'il y a trop d'eau, ça s'évacue beaucoup plus vite. D'accord ? Donc celui-là, il est souvent fermé. Et puis on a celui-là qui est pour alimenter tout le canal. Donc on l'ouvre pour le remplir. Non, pas Mouléon, c'est qu'on était là. Ah, d'accord.
va tomber. Et l'eau revient là. Ah, ouais. Oui, c'est la théroïne. Oui. Et là-bas, elle est plus grosse, l'autre. Là, c'est les vannes. Ah. Syrie. La Syrie. Voilà. Ils continuaient, pendant une période, ils ont continué à faire du blé et la Syrie. Et après, ils ont arrêté le blé et ils ne faisaient que la Syrie. Et tout ça, on le sait par rapport aux recherches que l'on avait déjà et que ma fille a faites. Hein. Donc, un document qui date de 1648. Oui, quand même. T'as dit, j'ai vu la poule. Oui. Oh. Non, ça passe. Ça donne de cette tenue. Ça commence à tourner. Non, il n'en faut pas beaucoup. On manque la Wi-Fi. Ah bon? C'est pas d'origine, là il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas la terrasse. Vous voyez, avec des pierres anciennes. Les pierres anciennes, c'est moi qui les ai montées une par une et il n'y a pas de temps. Enfin, il y a un certain temps. Donc là, c'est une construction à partir de rien. C'est un petit... C'est mon loisir. Ça a été mon loisir. Voilà. Bon. Mais pour l'alimenter, il y a avec ça. Ah oui, mais la nuit, c'est que le mécanisme, il n'est pas donné. La place, elle est petite. Oui. Ah, mais il va la rapprocher là-bas, oui, d'accord. Ah, là, ah, maintenant. Et là, c'est prendre Ah, là, ça va changer, là. Là, elle va accélérer, là. Ouais. C'est sûr. Elle n'arrive pas là. Ah, ouais, ça y est, ça y est. Ah, oui. Le dernier fonctionnait avec une meule roulante, la meule roulante que vous avez vue dehors en arrivant là. Donc cette meule sert à la trémie, il y en a déjà. Non, ça va, merci. Oui, oui, non, mais ça va. Merci. Allô? C'est assez régional. Il y a des régions où on fonctionne beaucoup avec la roue, comme celle qui est là, que vous avez vue à côté. Alors ici, ça c'est un peu la mode locale de l'époque. Il a été repris. Quand tu l'as eu déjà, l'autre le cherche pour son bloc électrique. Ah non, nous on a entendu le bras. Non, c'est pas le même, c'est la gueulée. Elle va être trop froide là, si on peut pas se faire l'assiette. Et la raison de notre union formidable, il est notre trait d'union. À travers les lacs et les monts, s'étire le voyage. Les spécialités nous goûtons, sans être toujours sages. Nous contemplons les paysages et lorsqu'enfin tout est fini, les bons ordres sont finis. Joyeuse et voyons, tout se termine en chanson. Nous sommes des camping-caristes, tel est notre plaisir. Ça nous engêne, nous serions tristes, quelle famille de loisirs. Sur motorhome et notre phare, c'est la raison de vadrouiller formidable. Il est notre trait d'union, de vadrouiller formidable. Il est notre trait d'union.
Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de ce qui restait. Plus bas, on avait des carrières de charbon aussi, des mines de charbon. On avait la verrerie de Grésigne. À Grésigne, c'est une petite forêt domaniale. Et il se faisait un verre très réputé, bleuté un petit peu, mélanger une algue dans le processus. C'est encore très recherché aujourd'hui sur les brocantes à Paris. Donc tout ça, ça descendait par petits convois de 5-6 bateaux, accompagnés d'un plus grand, qui faisait la taille de celui-ci. On appelait la capitane. La capitane faisait donc 12 mètres de long à peu près. Et arrivé à Bordeaux, seule la capitane était remontée, puisque les petits... Ça, c'est des roseaux. C'est une roselière en fait. Vous avez vu le pont hier où il sautait à l'élastique? Lève-toi. Après la prolongation, je mets la paye. Ils sont pas Ici, c'est l'endroit le plus large.
facilité, c'est-à-dire que nous avons des engins avec lesquels on peut se déplacer. Et environ 4 km en face, là, vous avez le géant casino qui a un très grand parking et qui a une cafétéria. À vous de voir. La ville de Montélagne. Oui. On va visiter, on va vous donner. Ça vous va bien, hein? Non, t'as pas bien. On va travailler là. On va voir. Vous avancez, il y en a dans le couloir encore. Allez, roulez, on a Ça faisait tout. Et elle y est toujours, hein? Alors, il y a des escaliers à jouer. Les photos des panneaux, voilà, mais pas des installations. Plus tard, il est installé dans une ancienne centrale hydroélectrique qui permettait d'alimenter en fait une ancienne usine métallurgique. Et ça, je vais mieux vous le raconter cet après-midi. Mais en tout cas, sachez que quand la centrale, aujourd'hui musée, a cessé de fonctionner, la centrale dans laquelle vous êtes maintenant a pris le relais. Et donc cette centrale, elle a démarré sa production d'électricité en 1990. Donc celle d'en face s'est arrêtée en 1990, là où vous avez pris le petit déjeuner tout à l'heure. Voilà, ça je vous ferai mieux l'historique. Et donc cette centrale, elle s'appelle la centrale Sceaux de Sabot. Donc j'imagine que tout le monde vient d'un peu partout. Oui, en sud-ouest, même de sud-ouest. D'accord. Et donc le Sceaux de Sabot, ça fait référence, c'est le nom en fait du site que vous avez aperçu, ce défilé rocheux, avec cette concentration de rochers. Un haut fourneau, le fonctionnement. Donc on avait des ouvriers sur un pont en hauteur qui poussaient des chariots qui contenaient le fer, le charbon, la castine. Et donc ces ouvriers déversaient les matières premières dans le haut fourneau en sachant que ces matières premières allaient rester stockées dans la partie supérieure. Et ici, elle vous représente le dernier four qui a été en activité sur le site, à savoir jusqu'en 1997. C'est pas vieux. Donc je vous ai dit, l'usine a fermé en 1983, mais il y a eu un repreneur pour les laminoirs où on faisait des profilés. Et dans ces laminoirs, on avait aussi continué à faire de l'acier avec... Allez, on le remplit. On doit le remplir. Donc les paniers allaient directement déverser leur contenu dans le four. Et les paniers, ils étaient fermés au milieu avec une corde. Donc quand ils arrivent devant le four, au-dessus, c'est-à-dire le four, il y a déjà beaucoup de chaleur qui se dégage du four, la chaleur fait fondre la corde, le fond du panier s'ouvrait, le ferraille tombe dans le four. Combien il y avait de poids là-dedans? Cette poche de poulet qui contient l'acier, elle va directement déverser l'acier dans les moules. 42 tonnes de muscles. Donc ici on a représenté des lingotières pour obtenir des lingots. C'était la production la plus courante. Il remplit les choses. Je vous ai évoqué la présence des enfants, notamment dans la matinée. Vous m'avez dit aussi la retraite. Ouais, donc pas de retraite. Mais au Soudan, on donnait bien une prime. Vraiment debout, ni vraiment assis en fait. Et donc ils ont l'outil au niveau de... Donc en gros on pouvait l'entendre jusqu'à Carnot en fait.
Moi, jusqu'à 11 ans, j'ai dormi à côté, à 300 mètres, 400 mètres. Mais par contre, comme on va avoir les mains occupées, les lanières de cuir, on va les tenir avec les pieds. Oh là là. Donc ça, c'est la position du piqueur de râpe et tailleur de mine. Et donc, si je vous prends l'exemple de la râpe, j'ai le grain d'or, j'ai un marteau, et le principe, c'est celui-là. Mais on le verra mieux en dessous. Vous allez un peu ça. Oui, mais en dessous. Si la centrale était en fonctionnement, on serait encore dans la partie à l'abri de l'eau. Dès qu'on va franchir le passage. Et tu sais, les pays de l'Est, ils ont toujours eu une réputation aussi de faire le travail bien, et puis ils avaient aussi... À force de la technologie. Hein. Tout à fait. Combien 1700 Non, on descend des escaliers. Mais là, on est un peu plus haut, vous voyez, on a repris les escaliers. En 1328 est fondée une bastille, Arthès. La charte de fondation, toujours conservée, fait également mention d'un premier moulin sur la rive droite. Dès le XIIe siècle, une digue est construite. On évoque la possible installation d'une usine énergique sur le site, qui présente des avantages. C'est caillou. Tu dois chercher une sur ces choses-là, à la longueur. Notre président va vous dire un mot. En tant que représentant de l'association, nous vous remercions, moi personnellement et tous les adhérents, pour votre accueil. On a été très bien reçus, on a trouvé un beau village avec l'histoire d'autrefois ici qui m'a bien plu. J'avais jamais vu ça ailleurs. Donc, on vous remercie de votre accueil. Je remercie en même temps Tanconier, Mademoiselle Campèche, je ne sais pas si on dit Mademoiselle ou Madame Campèche, et Monsieur Campèche Georges, pour s'être beaucoup démêlé. D'ailleurs, si vous remarquez, vous le connaissez bien, il a quelques cheveux blancs de plus. Mais enfin, vu qu'il en avait déjà, ça ne se voit pas trop. Et sur ce, bon appétit, bon apéro. Merci. Vous allez voir, ça vient en fait de documents d'archives, des recettes de cuisine qui sont aujourd'hui conservées en archives, qui peuvent être donc de différentes époques. Alors, je vais juste vous montrer ce que ça donne en fait quand on a une recette de cuisine d'époque. Celle-là, elle est médiévale, c'est une page de livre de cuisine médiéval qui date de 1390. Et vous allez le voir de plus près, chaque fois que vous avez une grande lettre en rouge, c'est un début de recette. Donc en fait, ce sont des recettes qui sont assez succinctes. Vous faites passer ? C'est assez succinct. Hein, en gros, on vous dit comme, je sais pas moi, le gâteau de famille que votre grand-mère faisait. Elle vous dit, pour faire le gâteau, c'est facile. Tu prends la farine, des œufs, tu mets du beurre, tu mélanges. Tu mets du sucre, quand tu vas bien mélanger, tu es dans le romain, 1er siècle après Jésus-Christ. Au milieu, c'est Moyen-Âge,
1505, c'est la tarte à la croûte. Après, c'est 17e et on finit à début 20e, dans les années 30. Le moretum, c'est une préparation fromagère, du fromage. Alors là, c'est une tome sèche de brebis. On pile avec de l'ail, on y met du vinaigre, de l'huile d'olive et un bouquet d'herbes, un gros bouquet. Alors c'est un plat de lentilles qui sont cuites dans lequel on va faire une sauce qu'on va mélanger avec les lentilles. Dans la sauce, il y a beaucoup de choses. C'est le propre de la cuisine romaine. Donc nous avons des poireaux qui ont été revenus à l'huile d'olive. Bon. On a rajouté un bouquet d'herbes aromatiques. Là, c'est pareil, c'est coriandre, menthe, rue aussi. Ensuite, j'ai mis une pointe de vinaigre. Alors, c'est une purée de poudre dans laquelle j'ai mis du fromage râpé, j'ai mis du beurre, j'ai mis du lait, je l'ai fait cuire au lait, du gingembre, un petit peu de poivre. Alors, je suis désolée, il y a des graines qui sont tombées. 15e siècle. Alors là, la cuisine a changé complètement. Et là, je vous propose en fait des œufs farcis avec une farce qui est faite avec de l'oseille, de la noix muscade, sel, poivre. Et elle a été épaissie avec des jaunes d'œufs durs des années 30, années 20, années 30. Ce sont des, alors on faisait des sandwichs ou des toasts qu'on servait en entrée ou voilà. Donc ce sont des toasts en fait qui sont tartinés avec un beurre d'estragon, c'est une herbe aromatique qu'on n'avait pas dans les périodes d'avant, qui était très dans la mode en fait. Et sur lequel on a bien un vin blanc sec, mielé à la rose. Rouge, mielé. Alors ça c'est des boissons qui se faisaient à côté il y a un vin rouge et aussi mielé, dans lequel en fait j'ai fait macérer des dattes. J'ai mis les noyaux des dattes torréfiées à sec dans une poêle. Je les ai mis aussi à macérer dans le vin. Et j'ai rajouté une épice qu'ils adorent et qu'ils mettent un peu partout, du poivre. Et dans le temps, il y avait ça dedans. Ici, dedans. Ah ben, il y a elle est légèrement mielée, dans lequel on a fait macérer de la sauge, du poivre, du gingembre et du laurier. C'est pour te remercier de la sortie que tu nous as fait. Bien, je vous remercie, hein, j'ai eu un cadeau. Merci à tous. Mettez-vous à côté là. Mettez-vous à côté, Thérèse. Mettez-vous à côté. Voilà. Voilà. Bravo. Je le connais, oui. Tu le présenterais. Oui, mais quand on chante, quand tu vas chanter le refuge. Ah. C'est pour retard. On le chante ce soir ou quoi? Ah, mais ça tu le vois, j'en sais rien. Ah oui, non, oui, c'est ça. Tout l'outil là, l'outillage.